C'est l'heure du sport sur IDFM 98 FM. Place à l'initiative sport. Chaval est KO. Pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Deux fois ça, c'est pas vrai. Petit pire, allez, un petit dunk. Oh, quelle action du Stade Français, c'est magnifique. C'est parti. Le drop de Wisniewski va-t-il passer entre les poteaux? C'est marqué. Je pense que je peux faire un bon travail pour aider le PSG à devenir un grand club en Europe. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce 25e épisode d'Initiative Sport, l'unique rendez-vous sport sur les antennes d'IDFM 98 FM. Comme vous l'entendez, petit remaniement d'effectifs pour cette émission puisque votre animateur préféré, Emmanuel Moine, n'est pas disponible, mais vous le retrouverez dès la semaine prochaine. Eux, ils sont là, toujours inséparables, prêts une nouvelle fois à débattre, voire à se clasher. J'ai nommé bien sûr Eddie Amari et Linden Lutello. Salut les gars. Salut Greg, bonjour à tous. Salut Eddie. Ça va en forme? Ça va, c'est Et pas tu aller. même pas bonjour. Un peu déstabilisé sans Manu quand même. Ah ouais, mais on va quand même s'en sortir. Ah, c'est le beau gosse de l'équipe, hein, faut dire. C'est surtout ça en fait. Et c'est lui qui ramène les gâteaux normalement, et là y a pas de gâteau. Cette semaine, Eddie, tu nous livreras les infos sportives du jour. Alors, fais-nous un petit peu ça vite. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Donc on va commencer avec une grosse page transfert suite à l'ouverture du marché il y a quelques jours avec un tour complet sur les premières signatures en Ligue 1, puis Actu Sport en Ile-de-France, et on verra qu'un jeu de chaises musicales commence à se mettre en place pour certains coachs de notre région, et enfin notre traditionnel journal des JO avec les derniers résultats des championnats de France d'athlétisme et de cyclisme sur route. Parfait, merci Eddie. J'ai la pression aujourd'hui. Remplace Greg. Ouais, non, Petite ça va pression. aller, très bien. Actualité oblige, pas de troisième partie aujourd'hui, mais une énorme deuxième partie, n'est-ce pas mon cher Linden? En effet, mon ami Greg, suite à ce remaniement de l'effectif demandé par François Hollande, on va parler justement parler de l'actu foot, c'est justement qui est sur ce mois l'Euro 2012. Donc suite à la défaite de l'équipe de France face à l'Océan et la rencontre face à l'Espagne qui arrive, où en est cette équipe de France. Et ensuite, je sais que ça va te faire plaisir Greg, une grosse page Wimbledon, parce que oui, lundi ça arrive, le tennis Je vois revient. t'as plein de fiches de partout, je vois que t'es prêt pour... On est pour prêt, les là battre. je vais te clasher sur le tennis, on est prêt, donc C'est toutes parfait. les infos foot et tennis dans Initiative Sport. Pour diriger les débats, Monsieur Paul est avec nous aujourd'hui. Salut Paul. Il nous Salut, dit Paul. bonjour. Voilà. Voilà, les acteurs sont présentés. On vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez également retrouver l'émission sur idfm98.fr et sur les réseaux sociaux. Allez, il est 13h, passé de quelques minutes. Initiative Sport numéro 25, c'est parti. Les rendez-vous sportifs du week-end dans votre région, c'est tout de suite, tout de suite, dans Initiative Sport sur IDFM 98 FM. On commence avec les infos sportives d'Eddie Amari. Et je crois, mon cher Eddie, que tu as des news toutes fraîches du Paris Saint-Germain, mais également du marché des C'est transferts. ça. D'abord, messieurs, blind test. Reconnaissez-vous ce son? Cette musique plutôt. Ça vous dit rien? J'entends Voilà. Lavezzi, c'est les supporters de Napoli. C'est du son des supporters. Voilà, c'est napolitains, ça. il En avait fait, dit. c'est une musique de Luca Sepe, chanteur italien et fan inconditionnel du Napoli. C'est ton cousin lui, non? C'est mon cousin, c'est ça. Il m'a balancé ce MP3, je lui fais un peu de pub. Vous pouvez le retrouver sur iTunes. Non, plus sérieusement, il a écrit cette chanson en l'honneur d'Ezequiel Lavezzi, le décrivant comme l'héritier de Maradona, chanson qui a fait le buzz sur la toile il y a maintenant plus de 3 ans et qui a été reprise par les Ultras au San Paolo. Donc toujours pas de signature officielle pour le club parisien, mais une déclaration du joueur sur son Twitter qui pourrait faire acte d'officialisation. L'international argentin a en effet tweeté: je ne sais pas quand le PSG vous donnera l'annonce officielle, mais je peux maintenant dire que la signature est une formalité. L'année prochaine, je jouerai en Ligue 1. Donc Alors, c'est fait. c'est fait à 99%. Vous avez une réaction sur le transfert de Lavezzi, Linder? Qu'est-ce que t'en penses? On en parle depuis très longtemps, entre les bavures de la VAM de Pastore et puis la déclaration officielle de Lavezzi sur les réseaux sociaux. Je pense pas, ça peut pas être une affaire à la Thiago Silva ou à la Beckham, puisque là c'est le joueur directement qui a confirmé, donc le PSG devrait être content. Ouais, donc on pense que ça va être fait. Je pense que c'est une très très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Il Donc, devrait évoluer côté gauche ou côté droit. donc voilà, c'est bien ça, pas le souci, mais cette signature, comme on l'annonce déjà, nous, depuis quelques semaines sur Initiative Sport, pourrait bien mettre à la porte l'un des chouchous du Parc des Princes, à savoir le Brésilien Néné, qui serait la priorité de Lille pour la saison prochaine. On rappelle que le Brésilien ne s'est toujours pas mis d'accord avec la direction pour une prolongation de contrat, et les déclarations de son agent commenceraient à agacer Leonardo et le staff parisien. Cette arrivée permettra aux Lillois de pallier les départs, comme on sait, de Eden Hazard, transfert à Chelsea, et de Joe Cole, dont le staff lillois n'a pas souhaité lever l'option d'achat. Lille toujours.
Comme l'annonçait Greg la semaine dernière, Marvin Martin sera lillois la saison prochaine. C'est officiel désormais. La signature d'un contrat de 5 ans avec un montant de transfert évalué entre 5 et 8 millions d'euros selon les bonus. On le rappelle quand même pour nos auditeurs, les bonus correspondent aux objectifs, à savoir si le club se qualifie ou non la saison prochaine pour la Ligue des Champions, si le joueur a été plus d'une vingtaine de fois titulaire ou encore s'il réalise plus d'une dizaine de passes décisives dans la saison. Voici un petit peu l'ensemble des bonus que l'on peut retrouver dans un transfert. Pour info, dernière information sur Marvin Martin, il doublera son salaire et sera évalué aux alentours de 200 000 euros par mois. Voilà. Félicitations à lui, tranquille. Pour Lille, moi je sais pas, t'as autre chose pour Lille? Moi j'ai une petite news pour Lille, ils sont à la recherche et ils auraient mis le paquet sur Loïc Rémy de Marseille. Sur Loïc Rémy de Marseille, plus de 20 millions. Et également, les connexions sont faites beaucoup il y a eu quelques connexions entre Lille et le PSG. Kevin Gamero a été également la priorité de Lille à un moment, qui a été courtisé un moment par Lille et par Fenerbahçe. Et Kevin Gamero pourrait bien atterrir à Valence. On se souvient qu'il aurait dû signer en Espagne l'an dernier avant son arrivée à Paris. Les dirigeants valenciens auraient toujours un œil sur lui. Les négociations bloqueraient entre les deux clubs autour des modalités de transfert. Le club parisien souhaiterait récupérer 8 millions d'euros alors que le club espagnol, toujours englué comme on le sait dans des problèmes financiers, souhaiterait un prêt avec option d'achat, donc affaire à suivre. Mais je pense que Paris sera enclin à le vendre. Et je pense qu'au final ils le vendront. Si le fameux attaquant qu'on attend depuis quelques semaines Justement, arrive. Moi j'ai des news sur ça. Linden. C'est la Lutello. Exactement, c'est sur mon magazine, c'est ça, ouais. Les fausses rumeurs les plus improbables. Donc Paris prépare peut-être une doublette Djibril Cissé et Samuel Eto'o, étant donné que les deux ont été croisés cette semaine dans Paris. Tu peux nous dire où par qui ont été croisés par qui et où? Exactement, je les ai croisés dans le 8e arrondissement, je peux le dire simplement. Voilà, donc vous entendez, chers auditeurs, que Linden traîne dans le 8e arrondissement de Paris. Donc en bref, dans le cadre des rumeurs longtemps pressenties au Bayern de Munich, Olivier Giroud devrait s'engager en faveur d'Arsenal. On rappelle que l'international français a une clause de départ de 12 millions d'euros. Arsenal, encore et toujours, sûrement lassé par les blessures à répétition du chouchou de Linden, Abu Dhabi. Wenger se pencherait sur le dossier Yann Ndila, sur les tablettes également de l'Inter Milan. L'international français préférait un transfert vers l'Angleterre, comme il a pu le confirmer au cours d'une interview pour nos confrères du Daily Mirror. Et puis, quelques transferts officiels dans notre championnat pour terminer ce point mercato. Jonathan Zibina, auteur d'une très belle saison au Stade brestois et en fin de contrat, s'est engagé avec Toulouse. Toulouse toujours, qui a annoncé le départ de son défenseur Daniel Congrès. Le natif de la région a signé un contrat de 4 ans avec Montpellier pour une valeur de 5 millions d'euros. Montpellier encore, qui a annoncé dans ces dernières heures la signature du jeune attaquant Gaëtan Charbonnet, révélation de la saison dernière à Angers. Avec son profil à la Olivier Giroud, un petit peu 1m88, 80 kg, cet attaquant de 23 ans va être sûrement le joueur à suivre la saison prochaine. Pareil avec Giroud, ils étaient partis chercher à Tours en Ligue 2, meilleur buteur de Ligue 2, ils ont fait pareil avec Charbonnet. Pareil. Affaire à suivre. Deux petites infos en plus, moi, que j'ai eu. Abramovich mettrait le paquet pour avoir Hatem Ben Arfa. Il voudrait mettre les 20 millions de la clause de Hatem Ben Arfa. Ouais. Et Debuchy aussi apparemment serait en contact avancé avec Chelsea. Mais même avec l'euro qui fait, les gens sont toujours intéressés. Parce qu'on parlait d'Arsenal, on parle de Chelsea. Et là, on a vu la première fois que Ben Arfa, on en reparlera. Est-ce que les gens sont toujours intéressés? Il a une très très grosse cote en Angleterre avec les buts qu'il a mis l'année dernière. Voilà. Et puis, pour terminer, parce qu'on ne pouvait pas terminer sans un point sur un club qui nous est cher ici à Paris. Et oui, après l'échec suite à l'arrivée l'an dernier du grand Jimmy Traoré, ce défenseur, pourtant de classe internationale, doté d'un sens du placement et d'une technique dans la lignée d'un Koji Nakata un soir de neige du côté de Saint-Etienne, après la désillusion suite au transfert de Jérémy Morel, qui semblait pourtant aussi fiable qu'un Lizarazu un soir de match au Vélodrome face à Bernard Mendy, ou encore d'un Manuel Dos Santos face à un Ronaldinho une après-midi au Parc des Princes. Et puis revenons également sur le bid de ces dernières années autour d'André Pierre Gignac. Ne regarde pas comme ça, Linden. Quand je parle du bid autour du transfert d'André Pierre Gignac, je parle du transfert, pas de son bid à lui. Ah non, malheureux, son bid va très bien, ça se porte très bien pour lui, t'inquiète pas pour ça. Et en plus, le Big Testy va faire son retour chez McDo, donc tu peux dormir tranquille. Mes supporters marseillais, ne vous inquiétez pas, ce temps est fini parce que vos dirigeants vous ont entendu et se pencheraient sérieusement sur un attaquant de race, un attaquant de classe internationale, un attaquant qui jouait il y a encore 2 ans du côté de Marignane. Non, pas au camping sur le bord de la mer de Marignane, au club de Marignane, oui, le club de CFA. Il y a même inscrit 11 buts en 66 matchs pendant 2 ans. Du côté de l'Italie, on appelle tout simplement ça un capocannoniere. Allez, je ne vais pas garder ce suspense plus longtemps, il s'agit de Florent Rasmentino. Âgé de 23 ans, c'est en Ligue 2 que jouait encore ce jeune joueur français plein de talent qui a été laissé libre par les dirigeants de Nantes. Bah oui, les dirigeants nantais savaient très bien que ce joueur était trop doué pour jouer dans un modeste club de Ligue 2, et qu'ils ne pouvaient pas laisser un tel talent pour l'avenir et le bien du foot français. Être en concurrence tous les jours à l'entraînement avec un Fabrice Pancrate ou un Sylvain Wiltord, ça serait bête de laisser un talent brut comme ça
dans un tel club. Je rigole, Eddy se moque et c'est lui, ça se trouve qu'il finira meilleur buteur l'année prochaine. Ouais, Merci bon, en tout j'espère cas, pas, Eddy, pour j'espère pas. cette page football. On enchaîne avec les infos sportives de la région et des nouvelles de notre club favori de rugby, Voilà, Daumont. Petite page aujourd'hui sur l'actualité du sport en Ile-de-France avec la confirmation de la signature de l'ancien coach du Racing Club de Montois, à savoir Jean-Pierre Laloze, à Bobigny en Fédéral 1. Âgé seulement d'une petite trentaine d'années, il est l'un des plus jeunes entraîneurs du circuit. Et le monde du rugby amateur lui reconnaît un avenir très prometteur. Alors bonne chance à lui et félicitations pour son travail à Daumont. Son remplaçant a été intronisé il y a quelques jours. Il s'agit de José Palomares, ancien entraîneur de Saint-Denis, qui aura pour objectif d'assurer la montée du club en Fédéral 2 après avoir loupé d'un rien sa montée suite à une triste double confrontation face à Auxerre la saison dernière. Toute l'équipe d'Initiative Sport se joint à moi pour lui souhaiter une bonne chance. Bien évidemment. Ouais. On sera tous derrière Daumont l'année prochaine pour qu'il monte enfin en Fédéral 2. Allez, J-35 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres. On se dispute les derniers billets. On annonce les dernières sélections pour rejoindre la capitale anglaise. C'est l'heure du journal des JO. Allez Usain, allez mon vieux, Usain Bolt dans la dernière ligne droite. Allez Christophe, allez David, allez Martial, avec un super départ. Eamon Sullivan, Alain Bernard, et champion champion Il l'a fait. Aujourd'hui là, c'est ce que tu valais, et puis maintenant, Ouais, il l'est. Il y a peut-être une dernière action de grandeur. Putain, on est au show, on arrive quand même à se faire carnat. Ça me dégoûte la boxe. Ce petit jingle qui fait rire. Je préfère cette musique-là, moi, pour ma part. Mais bon, on commence ce journal avec... Ah non. Oh. Ah, il y a un petit bug là, mais non. Un On petit est bug, toujours ça va aller. dans le journal des JO, allez. Et on commence ce journal avec une mauvaise nouvelle, malheureusement pour le clan français et Bob Tari, détenteur du record d'Europe du 3000 mètres steeple, quatrième du dernier championnat du monde à Daegu en 2011, qui a renoncé de participer aux Jeux Olympiques suite à une opération du tibia gauche. À 33 ans, on peut dire qu'il ne disputera plus jamais d'Olympiade. Triste nouvelle pour lui. Triste nouvelle, ouais, c'était une de ses dernières chances d'avoir une médaille au niveau international. C'est un grand champion, comme tu l'as dit, il a déjà eu des médailles mondiales, il était champion d'Europe, donc bravo à lui. Et puis on espère le revoir comme l'année prochaine sur des meetings. Après la pluie vient le beau temps, comme le dit le dicton. Et le week-end dernier a été celui des sourires avec les championnats de France d'athlétisme. Notre Christophe Lemaitre national était en très grande forme avec 3 victoires sur 100 mètres, 200 mètres et le relais 4 x 100 mètres et affiché un temps de 9,94 sur 100 mètres, un temps malheureusement non homologué dû à un vent trop fort. Et dernière info pour nos auditeurs, hier a débuté les championnats de France élite de cyclisme sur route à Saint-Armand-les-Eaux dans le Nord et tous les regards étaient braqués jeudi dernier sur Gianni Longo qui a terminé 5e à 1 minute 05 de Pauline Ferrand-Prevot. La nouvelle toute jeune championne de France âgée seulement de 22 ans a déjà été multiple championne de France, d'Europe et du monde chez les jeunes. Pour info, la doyenne du cyclisme français Gianni Longo reste invaincue depuis 4 ans et c'était jeudi dernier son grand retour suite à ses dernières accusations de dopage. On le rappelle, 59 titres nationaux et là franchement elle a peu de chance d'aller aux Jeux Olympiques, donc c'est peut-être, on s'avance peut-être, mais c'est peut-être la fin de carrière de Gianni Longo. Merci Eddy pour toutes ces infos. Vous êtes toujours sur IDFM 98 FM. Tout de suite, c'est le débat de la semaine. Monsieur Paul, jingle s'il te plaît. Et c'est l'heure du débat. Vous écoutez Initiative Sport sur IDFM 98 FM. Messieurs, même principe que la semaine dernière. Vous avez le droit à 20 minutes pour vous exprimer sur nos 3 sujets de la semaine. Et comment ne pas débuter avec l'équipe de France de football qui, après nous avoir séduit lors des 2 premiers matchs, est retombée dans ses travers face à la Suède. Écoutez plutôt ça. Ils ont été nuls, mais nuls et archi nuls. Et puis parfois on est nuls en étant humble, et là ils ont été nuls en ayant un boulard. Donc si vous voulez, ça faisait beaucoup. Et comme le disait, je sais pas si c'est off ou on, Denis tout à l'heure, c'était insupportable. Quand on a vu de la suffisance dans ce jeu des Français, dans ce comportement des Français, parce que du jeu, on n'en a pas. Non mais plus nuls que ça, ils peuvent pas être, Vincent, je vous rassure. Donc, mais il est évident que après le 2-0, qui est une humiliation, je vous signale quand même qu'en compétition officielle, dès qu'on rencontre une équipe qui est dans les 20 premiers de classement FIFA, or tout à l'heure, Dominique rappelait les matchs amicaux que l'on avait gagnés contre des équipes qui sont là, mais c'était des matchs amicaux, on le gagne jamais. Alors messieurs, la qualification acquise pour les quarts de finale, que doit-on réellement penser de cette première phase de l'équipe de France? D'un côté plutôt séduisante face au pays hôte l'Ukraine, de l'autre complètement fantomatique face à la Suède.
Quel est votre premier sentiment sur ces 10 premiers jours de l'équipe de France? Premier sentiment, ça se passe comme prévu. J'avais dit que la Suède, ça allait être leur adversaire le plus difficile, et c'est ce qu'on a vu. Une fois qu'il y a une grosse équipe en face, l'équipe de France ne pouvait plus rien faire. Comme au final, c'est ce qui justifie le fait que ce qu'on cachait souvent, c'est que cette série de 22 victoires, ou je ne sais pas, non, 22 matchs sans défaite, excusez-moi. 23 même. 23, ouais, voilà, bon, 22 ou 23 matchs sans défaite, etc. Au final, c'est pas du vent, mais elle est pas révélatrice. Comme on disait, on parlait souvent qu'ils jouaient une Allemagne B, une Angleterre C, un Brésil réserve. Ils disaient, bah non, parce qu'on jouait les équipes quand c'était disponible à ce moment-là. Et au final, on a vu que lors des compétitions officielles, quand les vraies équipes A sont présentes, dès qu'on a une équipe de niveau en face, ça devient très difficile. Aujourd'hui, les gens, ils s'enflammaient sur l'Ukraine, alors qu'au final, on a bien vu que ça s'est joué un peu aussi l'Ukraine, même s'il y a eu 2-0. On voit que l'occasion de Shevchenko, elle passe pas si loin que ça, et que le niveau de jeu, moi, je m'ennuie toujours pour l'instant dans les matchs d'équipe de France, même si ce qu'il faut signaler, c'est quand même il y a une très grosse progression par rapport à la dernière grande compétition, donc par rapport à la Coupe du Monde. Mais et puis on est qualifié quand même pour les quarts de finale. Puis on est qualifié, mais moi j'ai l'impression que si on était, je vois pas comment on aurait pu être éliminé de cette poule. Je le vois pas. Non, mais moi surtout, je voudrais revenir sur quelque chose qui m'a beaucoup, pas choqué cette semaine, mais tout le monde s'est amusé à tirer à boulet rouge sur l'équipe de France, comme si on attendait vraiment quelque chose de cette équipe. On savait très bien que l'équipe de France ne partait pas pour remporter ce championnat d'Europe. On le savait que ils allaient passer leur premier tour, et ensuite dès les quarts de finale, ça allait être difficile. Donc on fait quoi au jour d'aujourd'hui? On critique sévèrement, comme on l'a pu l'entendre là, Jean-Michel Larquet, une équipe de France malade, qui n'est pas constituée de grands joueurs, parce que quand on regarde le milieu de terrain face à la Suède, il y a qui? Il y a Mvila, un joueur de Rennes, Diarra, un joueur de Marseille qui a terminé 9e du championnat, et Nasri qui joue au numéro 10, alors que on persiste. Nasri n'est pas un 10. Ouais, ça tu ne l'as bien Nasri n'est pas un 10. Nasri n'est pas un joueur de foot tout court. Et puis surtout, Samir Nasri est un joueur de complément à Manchester City. Ce n'est pas un cadre. On venait dans une équipe où il n'y a aucun cadre. On a un défenseur, Mexès, qui n'a pas joué sa fin de saison avec Milan parce que le coach l'a jugé hors de forme et ne comptait pas sur lui. On a un milieu de terrain qui est constitué de joueurs moyens. Vous voulez aller où avec une équipe comme ça? Mais juste, messieurs, comment on explique une telle différence entre un match contre l'Ukraine où on a eu énormément d'occasions et un match contre la Suède où il y a rien? Je pense ça reflète la mentalité de cette équipe. C'est-à-dire que l'équipe elle se disait qu'on allait passer. Même on voit bien que les Espagnols étaient surpris finalement de tomber contre la France, qui regardaient plus le match Angleterre-Ukraine. On voit que cette équipe on reste sur cette mentalité, cette génération qui dans la tête on va dire qu'elle a du mal. C'est-à-dire qu'à un moment on se dit que les matchs ils sont gagnés. On voit bien que les gestes techniques on en fait plus, mais comment dire, il y a moins de concentration, il y a moins, on respecte pas trop les bases. On voit qu'autour du joueur qui a le ballon il y a même pas de mouvement. Par le temps on voit Samir Nasri qui observe ses coéquipiers par exemple, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi les autres. On voit des joueurs qu'on attendait comme Ben Arfa, on s'est dit Pantefag va être titulaire, finalement il est dans rien parce qu'il est là, et on voit que quelques jours plus tard, le lendemain c'est lui qui dit oui, mais de toute façon si t'es pas content renvoie-moi en France. Donc c'est ça justement, on va revenir sur ça rapidement. Ils sont pas concernés du tout. Ouais, mais le fait que on sort du match, et énorme clash entre Laurent Blanc et Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa qui propose même à Laurent Blanc de le renvoyer chez lui s'il en a envie. Alou Diarra se prend la tête avec Samir Nasri. Est-ce que, messieurs, on est dans un Nice Nabis? On n'est pas dans un Nice Nabis, je pense, mais on le savait très bien que ce groupe n'était pas constitué de grands cadres, de grands joueurs ou de grands hommes. Ça, on le savait très bien. Pourquoi revenir dessus? On sait très bien que Ben Arfa, il a fait beaucoup d'écarts dans sa carrière. Samir Nasri, on l'a encore entendu il y a 2 semaines, ce qu'il a dit sur les supporters d'Arsenal. Ils auraient dû apprendre de ce qui s'est passé quand même. Il y a eu une grosse communication autour. C'est une génération, c'est pas une génération qui va nous faire rêver. Mais après, pour en revenir sur la désillusion face à la Suède, faut surtout revenir sur le fait que l'équipe de France ce soir-là a joué avec 2-6, Mvila, Diarra, qui se marchaient sur les pieds, qui ont vraiment le même registre. D'habitude, l'équipe de France est beaucoup plus étudiante quand elle a un cerveau comme Cabaye au milieu de terrain. Quand je parle de cerveau, je parle d'intelligence de jeu. Je ne parle pas d'intelligence tout court. Mais on est dans une Cabaye dépendance aujourd'hui. Cabaye dépendance un petit peu, mais surtout dans un système où on mettrait vraiment de la technique au milieu de terrain, et pas avoir 2-6 de sentinelles comme traditionnel à la française. Mais pour en revenir sur les clashs qu'il y a eu dans le vestiaire, on tombe pas de haut, on sait très bien la mentalité des mecs, et puis il y a certaines choses, quand Diarra remet Nasri à sa place, c'est des choses pour moi qui sont saines dans un vestiaire. Et le vrai problème aussi, c'est quand même un des seuls joueurs, après je compare Ribéry, mais le seul joueur de haut niveau justement qui est dans cette équipe de France, il est enfermé. On voit que Karim Benzema contre l'Angleterre, il se retrouve quand même face à Lescott et Thierry, il doit se débrouiller tout seul. Là, il joue contre une défense suédoise qui fait 1,90 par tête. Aujourd'hui, cette équipe de France, elle a même pas ce repère-là, ce point d'appui-là. Et souvent, on a demandé à Olivier Giroud, on a vu dès la première action, ça libère un peu ses coéquipiers. La première action, il touche. Aujourd'hui, ce Benzema, qui est censé être en pointe, on le voit que reculer.
Et il y a plus personne. C'est-à-dire qu'on se demande, on tourne, parce qu'on va voir la plupart des matchs d'équipe de France, on tourne autour de cette surface, mais on n'arrive pas à y rentrer. Le premier problème, il est là, c'est que ça fait pas d'action. Bon, mais si on est quand même qualifié, ça faut quand même le dire, faut quand même le répéter. On va quand même se projeter sur le match demain soir, c'est 20h45 à Donetsk. On connaît bien le stade. Est-ce que tout simplement, est-ce que vous pensez que la France peut battre l'Espagne? Non. C'est clair, non? Pourquoi? Non, je pense pas que la France puisse battre l'Espagne parce que la France n'a pas encore assez de certitude dans son jeu pour battre l'Espagne. Après, à savoir comment les Français vont jouer, s'ils vont jouer reculés ou s'ils vont essayer de jouer un petit peu plus vers l'avant. Mais au jour d'aujourd'hui, non, la France n'a aucune chance de battre l'Espagne. Ton avis? C'est vrai que ça paraît très difficile, mais comme on dit, tout est possible. Moi, je vais utiliser l'argument dans le foot, tout est possible, c'est l'argument de ceux qui se mouillent pas. Mais vraiment, je pense que si il arrive, parce que il y en a beaucoup qui parlent de faire une équipe à la Chelsea qui va que défendre, et je pense que ça c'est un échec parce qu'ils vont perdre en subissance. Je pense que c'est pas possible. Mais s'il arrive à reculer un peu Benzema, un peu à la façon dont quand tu vois Lyon qui joue Gomis et Lisandro un peu reculé, pour mettre un peu Olivier Giroud plus en pointe, je pense que peut-être il pourra apporter quelque chose à une défense où moi aussi j'ai l'impression que Piqué et Ramos des fois ils se marchent dessus aussi. Allez, moi je vais mouiller, je pense qu'on peut battre l'Espagne. J'ai vu les matchs espagnols depuis le début de la compétition, vraiment pas impressionnants. Oui, ils étaient à 2 doigts de sortir face à la Croatie. Mais je pense donc moi je me mouille, je pense qu'on peut passer. Après on va voir si on a des hommes de caractère. Je pense que plutôt l'Espagne elle gérait son match face à la Croatie, même s'ils ont subi parce qu'il y a une façon de gérer, des fois c'est difficile, ils auraient pu prendre un penalty contre eux, etc. Mais je pense qu'ils l'ont géré et on l'a vu à la fin quand les Croates ils commencent à sortir, l'Espagne ils ont conclu quoi. Mais je pense que c'est le premier tour, excuse-moi Edith de couper, il est jamais révélateur de ce qui peut arriver par la suite, parce que la compétition, comme on dit à chaque fois, c'est jamais la même et c'est une nouvelle compétition qui commence. Mais si on a un petit peu pris par le temps, on va quand même se projeter rapidement. Un petit 11 devant, surtout devant. Qu'est-ce que vous voyez devant? C'est facile, c'est du grand traditionnel. Je pense qu'on aura Ribéry à gauche, Menez à droite, Benzema dans l'axe, Nasri en 10, derrière Cabaye et Diarra. Oui, il sera conservé. D'accord. Ça sera conservé. Pareil. Je pense que ça sera ça, mais je voudrais pas ça. Je voudrais plus une pointe Giroud avec 3 offensifs, Menez, Ribéry, Benzema. Sauf s'il a peur, il va peut-être bétonner en mettant Villa, Diarra, il va mettre Cabaye en 10. Je sais pas. Je sais pas. Mais on verra en tout cas, on verra tout ça. Tu veux bien? Non, en règle générale, j'ai trouvé les gens vraiment très durs sur l'équipe de France. Comme s'ils étaient vraiment tombés de haut, non. Parce que les gens aiment être pris par cet engouement médiatique. Quand on regarde vraiment les matchs et qu'on regarde les joueurs qu'on a, on savait très bien qu'on pouvait pas aller très très loin. Donc pourquoi tirer à boulet rouge sur une équipe dont on savait qu'ils n'avaient pas faire grand chose? En même temps, ils ont aussi un peu raison, parce que depuis 2006, on nous parle de reconstruction. On a quand même eu 2008, il y a quand même eu 2012. On arrive encore à sortir de termes de reconstruction. Mais reconstruire avec quoi? Le vivier est faible. Messieurs, on s'arrête, on se calme. On se calme, voilà. Tranquille, on reprend un petit peu notre respiration. On reste avec le ballon rond. Et lui n'aurait certainement pas hésité à critiquer la performance des Bleus mardi soir. Mais aurait été le premier supporter demain soir. Malheureusement, il ne pourra pas voir la fin de cette compétition puisqu'il nous a quitté samedi dernier. Après 57 ans de journalisme, plus de 1300 matchs commentés, 13 Coupes du Monde couvertes, 9 championnats d'Europe. Thierry Roland s'en est allé à l'âge de 74 ans, victime d'un accident vasculaire cérébral. Célèbre pour ses débordements au micro, pour son chauvinisme exacerbé ou pour son rire très spécial, l'homme a reçu un immense hommage tout au long de la semaine. Messieurs, j'ai juste envie de vous demander un souvenir marquant. Thierry Roland, c'est quand même, c'est la légende pour nous. Nous qui voulons être journalistes, c'est quand même une légende parmi les légendes. Un petit souvenir, on va commencer avec toi, Linden. Un souvenir, le souvenir qui ressort souvent, c'est quand même 98, quand ils ont gagné la Coupe du Monde. Après, moi, ce qui me marque surtout, c'est que c'est la première voix qu'on a entendue dans le foot et c'est elle qui nous a fait aimer le foot et c'est surtout ça qui va faire bizarre. Et je crois que tu nous as quand même sélectionné un petit moment marrant, c'est ça. On va l'écouter, Post, s'il te plaît. Alors, vous avez réglé ces problèmes de place? Non, attends. En plus, il se fout de ma gueule. Il me fait les consignes, attends. Dans les consignes, je chie dessus, ouais. T'as cassé les couilles, non? T'as raison, Thierry. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, t'as tort. T'as tort à 200%. Excuse-moi si je prends la défense de Laurent. Mais non, mais je me branle que tu prennes la défense de Laurent. Je sais que tu te branles de tout. Moi, je sais que tu te branles de tout. Et c'est pas lui. Non, elle m'emmerde pas. Sois gentil. C'est pas ton larbin. Non, mais attends. Tu l'as dit. Tout Thierry Roland que tu t'appelles, je ne laisserai pas en suspens. Oui, mais attends. Ah là là. Ouais, non, j'avais aussi proposé celui-là, mais c'est vrai que justement bon, on va dire quand même c'est la seule engueulade entre Thierry Roland et Jean-Michel Larquet en 45 ans. Oui, parce qu'ils savaient pas qu'ils étaient à l'antenne. Oui, voilà, c'est surtout ça. Donc il y en a plusieurs. Non, ils n'étaient pas à l'antenne. C'était à la mi-temps et quelqu'un a enregistré. Oui, donc ils savaient pas que ça allait. En tout cas, ça reste marrant. En tout cas, moi je sais qu'au lycée je l'attendais et que je la ressortais tout le temps, donc c'est un gros souvenir aussi. Toi, Eddy? Moi, ça reste le PSG. J'étais à Bucarest. Toi, grand fan du PSG, ouais. Je crois qu'on l'a aussi également. Paris gagné ce match 5-0 et sur le
Paris devait gagner ce match minimum 4-0 pour passer. Et sur le 4e but de Florian Meurice, allez mon petit bonhomme. En première mi-temps. En première mi-temps, voilà, c'est ça. Sur un ballon dans la profondeur de Leonardo. Voilà, on va moi, l'écouter, ça reste ça à mon souvenir. C'est bien fait. Leonardo dans le trou, Meurice. Allez Florian, allez mon petit bonhomme. Et le voilà, le 4e en première mi-temps, s'il vous plaît. Bravo Florian. Ouais, un super but, un très beau commentaire sur ce but. Donc voilà, mais pas mes premières de Thierry Roland, mais un bon souvenir de Thierry Roland, celui-là. Bon, moi aussi, je vais quand même en citer un parce que non, c'est quand même, c'est quand même une légende pour moi. J'étais assez marqué par son décès. Moi aussi, c'est un petit bonhomme, mais c'est un petit peu plus vieux. Écoutez. Ah, je ne regarde pas. Allez, mon petit bonhomme. Je ne dis rien, je vous fais remarquer. Je ne dis rien. Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme. Ouais. Oui, mon petit bonhomme, bravo en demi-finale. Voilà, c'était Coupe du Monde 86, France-Brésil quart de finale, dernier penalty de la victoire marqué par Luis Fernandez. Un très beau souvenir également. Beau souvenir. Et puis Manu, bon, il est pas là, mais quand même il a voulu nous laisser un petit, lui aussi son souvenir. On va l'écouter aussi également. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Oh, c'est pas... Bon là c'était vraiment, on sentait là il s'est lâché. Bon on a fini par. Il a suivi l'équipe de France pendant des années quand même. Ça, donc, ouais. Donc il a fini, on a fini avec le meilleur et voilà. Un grand hommage à Monsieur Thierry Roland qui était une grande légende de ce métier, de ce sport. On peut même dire de ce sport. Voilà. Allez messieurs, on va passer à la petite balle jaune puisqu'un peu moins de 3 semaines après la finale de Roland-Garros, le circuit du tennis enchaîne avec le 3e grand chelem de l'année à partir de lundi sur le gazon anglais de Wimbledon. Djokovic tenant du titre mais beaucoup moins fort que la saison passée. Nadal vainqueur à Roland-Garros mais éliminé dès les 8e de finale du tournoi 2-2, un tournoi de préparation à Wimbledon. Federer beaucoup moins bien physiquement, Murray dominé au premier tour du Queens par le français Nicolas Mahut. Tsonga victime d'une entorse du petit doigt de la main droite. Bref messieurs, les favoris n'arrivent pas dans les meilleures conditions à Londres. Qui vous voyez, il faut que je le dise, qui vous voyez vainqueur de ce Wimbledon 2012. Je verrais toujours Rafael Nadal qui a pris suite à son dernier Roland Garros vraiment un vrai impact mental sur Djokovic parce qu'il a coupé quand même le grand chelem que Djokovic attendait tant et il a même surclassé parce que finalement moi je m'attendais pas à une finale en 4-7 même si les conditions climatiques ont fait en sorte que cette finale se finisse comme ça, mais je vois Rafael Nadal enchaîner sachant que son plus grand rival serait Djokovic et que je vois même pas Djokovic arriver en finale. Moi le contraire, je vois un Djokovic à l'orgueil qui va le faire tout simplement parce que sur Roland Garros il l'a vraiment très très mal préparé. On se souvient que quelques jours avant le début du tournoi il était au festival de Cannes, voilà, donc c'était vraiment pas dans les conditions au mieux de préparer Roland Garros. Là je pense qu'il a pris un sacré coup, vraiment face à Nadal il a pris un sacré coup et je pense que connaissant la mentalité de gagnant qu'a Novak Djokovic et la mentalité de champion qu'il a, je le vois vraiment revenir à l'orgueil et battre Nadal. Moi, j'aimerais bien justement voir Tsonga retomber sur Djokovic. Je pense que Tsonga peut avoir Djokovic seulement parce que Tsonga s'est fait très mal au petit doigt. Moi j'ai vu la blessure et j'ai pas vu l'état de la blessure, mais il arrive à se soigner rapidement. Enfin, au top de leur forme, je pense que Tsonga avec la revanche peut faire quelque chose, sachant qu'il avait déjà sorti Federer l'année dernière alors qu'on l'entendait pas. Je pense qu'il y a des choses à faire, mais Djokovic, je le vois vraiment pas en finale. Et puis il y a une autre personne que je vois aussi faire un bon Roland Garros et que je verrais peut-être entre lui et Federer en finale, celui qui est comme on dit tombé dans la mauvaise génération, Andy Murray, parce qu'il est à domicile quand même. On dit ça chaque année qu'il est à domicile, mais je pense que c'est peut-être une année pour lui où, comme tu disais, tout le monde redémarre un peu sur un pied égalité. On verra. Moi, je suis dans le flou total, messieurs. Attention aux surprises Isner et Raonic. Tout ce que j'ai à dire.
On va conclure ça avec un petit mot quand même parce que Arnaud Clément a pris sa retraite, le fameux joueur français. Il avait gagné la Coupe Davis en 2001, il a été numéro 10 mondial, il a fait une finale à l'Open d'Australie. Et il est sorti avec Nolwenn Leroy. Effectivement, il sort toujours avec Nolwenn Leroy parce qu'on l'a vu à Roland-Garros. Et à Anguin-les-Bains aussi en concert. Voilà. Donc il a perdu au premier tour des qualifications de Wimbledon contre un autre Français, Kennedy Schepper. Il a annoncé sa retraite en simple. Il va jouer le double à Wimbledon avec Mikael Yodra, son fidèle compagnon. Mais bon voilà, on voulait rendre un petit hommage dans Initiative Sport parce que c'est un grand champion. Et puis il va sûrement être le futur capitaine de Coupe Davis de l'équipe de France. Il faut quand même se rappeler de cette demi-finale contre Grosjean qui s'est finie en 5-7 et qui a vraiment qui était une très bonne chose pour la France, même si après il est tombé face à André Agassi qui était déjà sur une autre planète à cette époque-là en 2001. D'accord, merci messieurs, c'était très sympa en tout cas. Merci à toi Greg, c'était très bien avec toi. On attend tu as envie de dire quelque chose? Non, moi vous savez, parler de Djokovic et Nadal et après descendre à Clément, ça me fait trop mal. Donc, non mais il faut lui rendre un petit hommage. Hommage à lui, félicitations. Voilà. Merci en tout cas messieurs, on attend le retour de Manu parce qu'il nous a manqué, on va dire. On va le retrouver la semaine prochaine. Merci chers auditeurs d'être au rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter via notre Twitter ou notre Facebook Initiative IDFM. Merci Linden, merci Eddy, merci Paul. C'était sympa, voilà. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur la chaîne YouTube de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission le vendredi de 13h à 13h30. Tout de suite ici et ailleurs à l'antenne d'IDFM 98 FM. Bonne journée à tous. Comme le disait Thierry Roland, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bon après-midi.